Voilà, bienvenue. On va commencer le webinaire sur XAPA. Cette semaine, c'est un webinaire qui est consacré à la question de l'engagement de parties prenantes. Ce webinaire est enregistré en français, vous êtes les bienvenus, d'où que vous soyez et à quelques heures que vous puissiez consulter cette discussion. XAPA.org est une initiative qui est structurée en entreprise à mission. Ces questions d'engagement de parties prenantes sont structurelles pour l'ensemble des programmes que nous animons. Nous sommes enchantés d'avoir des contributions qui vont nous permettre de pouvoir dessiner à la fois des bonnes pratiques tout autant que des tendances sur ces questions-là. Nous avons 1 heure ensemble. Je commence. Cette question de l'engagement des parties prenantes en chapeau, c'est simplement que si on regarde la pratique de la question de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, c'est considéré comme une pierre angulaire. On a toute une littérature sur la question depuis 50 ans. À la fois, c'est un sujet qui est d'une simplicité sibylline. Il faut identifier, échanger avec des parties prenantes pour pouvoir définir des schémas de responsabilité, d'innovation et augmenter sa performance sociale, sociétale, éthique, environnementale. La pratique, et nous sommes des praticiens, n'est pas si simple que ça, surtout dans un environnement en pleine mouvance, à au moins 2 niveaux. Des thématiques se tendent et deviennent plus conflictuelles pour que les parties prenantes viennent se mettre autour de la table, échangent, dialoguent. Je prendrai juste l'exemple du climat, d'une part, et le monde, et donc l'interaction sociale s'est profondément digitalisée, et le contexte sanitaire du Covid-19 n'a fait qu'amplifier, accélérer ce phénomène, mais à la limite, sur des tendances lourdes qui se dessinent depuis au moins 10-15 ans. Et donc, en ce sens-là, ce sont 2 leviers, le digital et la conflictualisation d'un certain nombre d'enjeux qui viennent rafraîchir, remettre au goût du jour l'importance stratégique de la question d'engagement des parties prenantes d'une part, et puis du coup, tout autant l'innovation nécessaire pour adapter les enjeux et les pratiques à ces contextes mouvants. Quelques détails pratiques pour l'animation du webinaire aujourd'hui. Vous pouvez et changer votre nom si vous le souhaitez. C'est utile pour utiliser la fonction de chat de savoir qui vous êtes lorsque vous posez des questions. Vous n'avez pas forcément la vue sur l'ensemble des participants. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre participation régulière et puis de la qualité des feedbacks qu'on reçoit sur ces contenus et d'autres. Donc c'est toujours agréable pour l'équipe et pour l'ensemble de nos réseaux d'avoir du retour positif. Vous êtes automatiquement en silencieux, ça permet de maximiser la qualité de la bande sonore, utiliser la fonction chat pour poser des questions dans ce format-là. Les caméras ne sont pas activées, ça permet d'optimiser la bande passante et d'assurer un webinaire qui puisse également avoir une empreinte environnementale la plus optimisée possible. Si vous voulez communiquer sur ce webinaire, n'hésitez pas à taguer @xapa.org de manière à ce que tout le monde puisse suivre les discussions sur le même canal. Une liste de participants est disponible notamment via la liste dans LinkedIn. Et à un moment, vers les 3/4 du webinaire, un petit questionnaire sera proposé vous permettant de pouvoir voir répondre à quelques petites questions qualitatives très simples. Entrons vite dans le vif du sujet du webinaire. Et j'en profite pour présenter brièvement nos activités. Et c'est important puisque notre spécificité chez XAPA.org, c'est d'appliquer à nous-mêmes ces grands enjeux d'engagement de parties prenantes. Pourquoi? Nous sommes structurés comme entreprise à mission avec comme objectif d'accélérer la contribution des entreprises et des investisseurs aux enjeux de l'agenda 21. À ce niveau-là, nous opérons sur 3 leviers. Un premier levier de conseil, dans lequel nous pouvons soit travailler sur des programmes dans lesquels nous accompagnons des entreprises et des investisseurs sur ces questions d'engagement de parties prenantes, soit nous l'appliquer à nous-mêmes, et c'est notamment le 2e levier sur lequel nous déployons des programmes sur lesquels nous fédérons des investisseurs, nous fédérons des solutions digitales, et à cet effet, nous fournissons des solutions de remédiation et d'accélération de programmes amplifiant la contribution d'investisseurs et d'entreprises aux enjeux de l'agenda 2030. Typiquement, quand on travaille sur les questions de droits humains, on fait du conseil, et puis après, on applique à nous-mêmes des cartographies de parties prenantes pour fédérer tout un écosystème complexe d'acteurs et déployer des systèmes de formation, par exemple. Ou sur les questions climatiques, le même dispositif s'applique. Et puis, dans notre pilier d'investissement,
met en place un écosystème permettant d'accélérer la mise à disposition de fonds, permettant d'amplifier l'investissement en matière de transition énergétique. Juste deux exemples, c'est exactement les mêmes choses aussi sur la question, par exemple, de circularité. Et parce que nous pensons que ces enjeux sont importants, nous appliquons aussi la question d'engagement des parties prenantes sur la partie de plaidoyer. Nous avons tout un ensemble de contenus que nous mettons à disposition en open source. Ce webinaire en est un bon exemple pour inspirer nos écosystèmes, nos parties prenantes et d'autres acteurs, de manière à ce qu'ils puissent également accélérer et amplifier la contribution des acteurs privés aux enjeux de l'agenda 2030. Nous opérons sur un réseau international avec des programmes actifs un peu partout dans le monde, actuellement, beaucoup en Asie, et le contexte sanitaire du Covid-19 amplifie et accélère un certain nombre de nos programmes, puisqu'ils sont rendus encore plus critiques sur des questions notamment de droits humains, et puis parce qu'un certain nombre d'investisseurs et d'entreprises savent que la sortie par le haut du contexte sanitaire et récessif se passe notamment par l'investissement dans les questions de transition énergétique et climatique et dans les questions de circularité. Un certain nombre de blogs et de contenus sont mis à disposition sur les sections publications de notre site xapa.org. J'attire juste l'attention dans le contexte de la question de parties prenantes, par exemple juste sur le premier blog, une personne que j'ai bien connue, Christina Figueres, qui est sortie, on avait fait un blog là-dessus il y a quelques mois, un article, et c'est une personne qui avait été en charge des accords de Paris, la COP21, et a sorti un livre pour dire tout simplement que l'engagement des parties prenantes devait de plus en plus aller vers de la désobéissance climatique. Donc c'est intéressant d'avoir des personnes comme ça qui ont tenu un rôle, je dirais, de diplomate consensuel, pousser finalement de manière constructive à finalement des positions dures sur les questions climatiques à destination des investisseurs et des entreprises. Donc c'est un exemple assez qui illustre bien le type de contenu que nous portons et qui montre l'importance des questions conflictuelles qui sont portées de plus en plus dans ces questions d'engagement de parties prenantes. Nous avons toute une série de webinaires sur notre site. Vous pouvez consulter les webinaires passés. Il y en a à peu près tous les mois sur les questions de droits de l'homme, d'économie circulaire, de thématiques de stratégie de développement durable. N'hésitez pas à consulter et partager. C'est fait à cet effet. Pour cadrer les questions d'engagement de parties prenantes, on s'est dit qu'avec nos affiliates et notre équipe, on allait partager un petit peu du retour d'expérience pour cadrer un petit peu la discussion, et qui permet ensuite de pouvoir partir d'un retour d'expérience concret et de bénéficier des contributions, des lumières, des pratiques et des exemples de nos intervenants que je présenterai dans quelques minutes. À cet effet, je reviendrai sur quelque chose d'assez basique. L'engagement de parties prenantes, ça semble en théorie être d'une simplicité cristalline. Et c'est la pierre angulaire des démarches de responsabilité des entreprises. On est une entreprise, on échange, on identifie, on échange avec des parties prenantes pour déployer des programmes, en assurer l'acceptabilité, l'innovation, l'adaptation. La réalité, vous avez 5 points qui sont partagés à l'écran et plus complexes. Déjà, une entreprise, une organisation, c'est tout un écosystème d'individus, de départements, d'acteurs. Donc, cet alignement interne n'est pas forcément si simple que ça. Cet alignement interne qui n'est pas si simple que ça doit se structurer autour d'un écosystème externe qui en lui-même a sa complexité. Les médias sociaux sont depuis une quinzaine d'années un levier extrêmement intéressant qui se renforce également, puisque l'engagement de parties prenantes exige désormais de sortir significativement de sa zone de confort. On identifie constamment, via les médias sociaux, des initiatives, des acteurs qui peuvent porter une expertise ou des initiatives extrêmement intéressantes et qui sortent finalement, je dirais, des sentiers battus, des acteurs un petit peu classiques qui sont identifiés. Donc, on a comme ça tout un environnement qui change de manière significative. Pour prendre deux exemples très concrets, quand vous faites une enquête publique pour un projet de construction ou de déploiement sur un territoire, en interne, on peut se retrouver avec tout un ensemble de parties prenantes qui peuvent porter à la fois les engagements contractuels du projet, les contraintes techniques du projet. En externe, des élus, des riverains, des investisseurs. Vous voyez que sur les 5 points qui s'affichent à l'écran, l'alignement de tous ces acteurs-là n'est pas si simple. A fortiori, si vous avez même des acteurs minoritaires ou des acteurs sur les médias sociaux qui peuvent avoir des positions extrêmement pertinentes et qui sortent finalement de ces schémas institutionnels. Alors du coup, les spécificités de l'engagement de parties prenantes dans ce contexte-là, c'est
d'être à mi-chemin dans une démarche qui est de dialogue. Le dialogue, par essence, en différence avec l'approche de communication, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est l'essence même du dialogue. Mais ce dialogue doit être structuré, marcher dans les deux sens. Ça ne veut pas dire simplement être une collecte de doléances et adresser n'importe quel besoin de n'importe quelle partie prenante. Il s'agit d'avoir une approche structurée, stratégisée, tirée vers des objectifs, crédible aussi dans la manière dont on arrive à prendre en compte du feedback dans le dialogue et être capable de démontrer qu'on délivre sur des engagements qui ont pu être pris pour créer de la confiance. En parallèle de ça, quelque chose qui est assez évident dans les questions d'engagement de parties prenantes, c'est toujours la fatigue d'acteurs qui ne se sentent pas écoutés, par exemple. On l'a vu très récemment encore avec des engagements climatiques en France, où finalement, on a des acteurs qui disent bah, « moi, j'aimerais bien porter ma voix », et puis les dispositifs, notamment d'enquête publique, sont insuffisants. Alors, en réponse, pour avancer dans la structuration méthodologique, là, vous avez quelques éléments méthodologiques qui sont repris en fait dans un livre qu'on a publié il y a quelques temps, Sans fiche de la RSE, d'édition Erol. Ces schémas reprennent des principes importants sur la cartographie, notamment d'acteurs de parties prenantes. Finalement, le point un petit peu important dessus, c'est surtout d'en sortir de la pertinence. C'est qui les acteurs qui sont d'influence, mais également qui ont de l'expertise intéressante par rapport au sujet que l'on veut couvrir. Et notre recommandation, c'est de sortir de sa zone de confort. On le voit. Aujourd'hui, des stakeholders qui peuvent être considérés comme institutionnels ne sont pas forcément de moins en moins pertinents. Il y a une réelle dynamique comme ça qui s'opère sur les dynamiques sociales. Et donc, je peux prendre plusieurs exemples. En travaillant sur des sujets, on se rend compte qu'on peut avoir des segments, par exemple, de jeunes qui peuvent représenter des voix particulières de groupes, par exemple féminines, méritent d'être explorés. Ils ne sont pas forcément des parties prenantes institutionnalisées. Si on travaille sur des questions de mobilité territoriale, et on reviendra certainement sur ces questions-là avec nos intervenants, on se rend compte que, par exemple, rien que l'utilisation par exemple, de la route, aujourd'hui exige une compréhension d'enjeux à usage extrêmement multiple, ne serait-ce que par exemple, prenons des exemples très concrets comme ça, le vélo, la trottinette, la voiture, le piéton et autres, tout ça en fait, ça fait une espèce de groupes sociaux hétérogènes. Par exemple, quand on travaille sur du déploiement de produits, notamment dans les questions alimentaires, dans les questions de santé, on se rend compte que par exemple, dans les questions de produits financiers, il y a des segments éthiques, par exemple, ou des segments qui peuvent être associés à des habitudes alimentaires qui doivent être pris en compte, qui peuvent être minoritaires, mais on se rend compte que de plus en plus, ils sont importants. Bref, on a des sociétés extrêmement fragmentées, extrêmement complexes, et en réponse, la cartographie est un outil qui demande une grande rigueur dans la compréhension de cette complexité-là, sans laquelle aucune analyse n'est possible. L'analyse, elle est portée par quelques schémas présentés à l'écran, permet tout simplement de pouvoir définir en fonction d'objectifs. Le premier point, c'est les stratégies. Qu'est-ce qu'on veut, vers quoi on veut diriger l'engagement de parties prenantes. En fait, on peut y décliner plusieurs tactiques d'optimisation à la fois de ressources, de moyens, d'impact que l'on va désirer. Est-ce qu'on cherche de l'innovation collective? Est-ce que l'on cherche de l'acceptabilité? Ces impacts sont différents et donc les moyens qu'on doit décliner sont également alignés. Vous avez ici des exemples de formats. Ces schémas-là sont importants juste pour information, mais surtout pour dire que quand on travaille sur des questions sensibles, respect par exemple des droits humains, forcément, les questions de sensibilité, de confidentialité, de mise en sécurité des parties prenantes ne sont pas les mêmes que lorsque l'on discute, par exemple, de questions territoriales où le décloisonnement et la capacité aux différents acteurs à pouvoir partager une vision collective du déploiement ou du développement d'un territoire invite à des processus extrêmement différents. Dernier point à partager autour de ce schéma-là, c'est l'importance de la continuité dans les dispositifs d'engagement de parties prenantes. Si on dit qu'on a des enjeux qui sont de plus en plus conflictuels et qu'il faut être capable de les identifier, qu'il faut être capable de cartographier, de déterminer les tactiques les plus appropriées pour impliquer, engager des parties prenantes sensibles sur des sujets conflictuels, le point de la continuité est essentiel. Comment rester cohérent dans la trajectoire, dans les objectifs, dans la mesure, par exemple, d'impact, ce qui est déployé de manière régulière pour démontrer la crédibilité de ce qui est déployé en réponse. C'est essentiel.
Et on le constate aujourd'hui, en travaillant sur différents programmes, que le contexte, par exemple, sanitaire du Covid est un exemple très intéressant. On voit que quand on a des structures qui ont capitalisé depuis un certain temps sur de l'engagement de parties prenantes productif, donc créant de la confiance, on sait tous qu'on navigue dans des environnements turbulents, dans des environnements où il y a de l'incertitude, mais il y a quand même au final de la confiance. Au contraire, quand on est dans un environnement où on s'appuie sur une plateforme, une base détériorée, donc par contraste où il n'y a pas de confiance, où le dialogue n'existe pas, il est plutôt structuré par des enjeux conflictuels, évidemment, quand on est dans des environnements dégradés, de contexte sanitaire, de récession économique et autres, c'est plus compliqué. Donc, on a là des exemples qui sont assez concrets, où on voit comment l'engagement dans la continuité est indispensable pour assurer la pertinence et la structuration de la qualité de ce qui peut être obtenu dans le dialogue avec des parties prenantes. Clôture de ces points contextuels qui vont permettre de continuer sur des exemples concrets. Le premier point, c'est l'importance de la clarté des objectifs poursuivis dans l'engagement de parties prenantes. Une source de frustration vient du manque de clarté à cet égard, et quand vous avez des parties prenantes qui pensent par exemple qu'elles vont pouvoir peser sur des changements majeurs qui peuvent être portés sur un projet, et en fait ce n'est pas le cas. Donc il faut être clair sur le mandat qui est donné aux parties prenantes qui participent à un processus, il faut être clair sur la manière dont l'information est traitée, et ça marche dans les deux sens, c'est ce qu'on s'applique déjà à l'IBEN, c'est-à-dire il faut être prenante tout en jouant un rôle émetteur dans d'autres cercles pour faire évoluer aussi les attentes d'écosystèmes des parties prenantes. Le deuxième point qui est essentiel, c'est la capacité à pouvoir anticiper et gérer des enjeux qui peuvent être conflictuels. J'ai pris la question climatique, on peut prendre la question de contexte de récession économique et puis du coup de conditions par exemple de travail, de conditions économiques qui sont dégradées. On est dans un environnement où on a des groupes que j'appellerais des groupes vulnérables qui souffrent d'inégalités, qui sont confrontés encore plus en première ligne à tout un ensemble de dégradations sociales et environnementales. Comment inclure, comment lever des conflits et prendre en compte ces perspectives-là. C'est très important. Et ça suppose notamment, véritablement, dans la question de cartographie et d'engagement de parties prenantes, de sortir des sentiers battus. D'être dans le respect, bien sûr, et de l'application d'un certain nombre de parties prenantes qu'on va appeler institutionnelles, mais il faut aller au-delà. Et le dernier point, aujourd'hui, c'est la maîtrise, finalement, d'un outil qui à la fois peut être exceptionnel et ou monstrueux, ça dépend de comment on s'en sert, c'est évidemment l'univers des médias sociaux et la manière dont ça peut être des fabuleux canaux d'identification et d'activation d'informations, autant que des canaux qui ne sont pas contrôlés. Alors, nous travaillons évidemment sur ces aspects-là et nous serons enchantés de pouvoir poursuivre ces échanges avec l'ensemble de participants. Avançons dans notre discussion et maintenant, c'est un temps qui est intéressant pour pouvoir permettre à nos intervenants de partager leur propre expérience. Donc, je vais leur demander successivement déjà de pouvoir, dans un premier temps, se présenter. Et je vais demander du coup à Signe Souverain-Weber de présenter ses activités. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc moi je suis directrice de la RSE du groupe AXA. Et effectivement, à ce titre, peut-être que c'est une tautologie, mais effectivement, on ne fait pas une bonne stratégie RSE sans écouter l'ensemble des parties prenantes. Donc effectivement, c'est cet éclairage que je vais vous apporter ce matin de mise en pratique. Après, pour vous donner rapidement un peu le cadre de notre stratégie RSE au sein du groupe AXA. Donc nous, vous savez, on est un spécialiste des activités d'investissement et d'assurance. On a 120 000 salariés dans le monde. On est présent dans une soixantaine de pays et on a vraiment une stratégie RSE vraiment ancrée
dans l'ADN. Alors c'est pareil, c'est un peu une porte ouverte de dire ça, tout le monde dit ça, mais enfin, réellement, nous, on a un fondateur du groupe AXA, Claude Bébéard, qui était vraiment convaincu qu'un entrepreneur devait avoir un engagement citoyen dans la cité, dans la société civile. Et très tôt, il a mis en place les fondations de cette politique RSE. Et avec notamment en créant notamment le bénévolat au sein de l'entreprise, ce qui était très innovant à l'époque, il y a 30 ans, avec AXA tout cœur. Et puis voilà, cette politique, elle a été poursuivie par ses successeurs, Henri de Castres et puis aujourd'hui Thomas Buberl. Et donc aujourd'hui, nous, on a 3 grands piliers dans notre stratégie RSE. Le changement climatique, qui est vraiment aujourd'hui notre priorité. Puisqu'il y a des fortes adhérences avec nos métiers. La santé et la prévention, là aussi, on est un des premiers acteurs de la santé dans le monde en tant qu'assureur santé. Donc ça, c'est le deuxième pilier de notre stratégie. Et le troisième, les inégalités sociales et l'inclusion. Donc on agit vraiment sur ces 3 piliers. En matière avec différentes initiatives portées au niveau du groupe, mais aussi beaucoup portées dans nos entités, nos filiales, en fonction de leur communauté locale et de leurs propres parties prenantes. Mais ça, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler. Et donc, voilà, pour vous donner un premier panorama de ce qu'est le groupe AXA et de notre stratégie RSE. Merci pour cette présentation de cadrage. Jacob, je vous propose également de présenter vos activités, qui je trouvais très intéressant, puisque ça apporte évidemment un éclairage aussi complémentaire par rapport à ce que Céline a pu présenter. Jacob, que faites-vous? Merci. Donc, mon nom est Jacob Puchinger. Je suis titulaire d'une chaire qui est co-portée par l'IRT Système X et Centrale Supélec sur la mobilité urbaine et sur la conception de nouveaux systèmes de mobilité urbaine et de mettre au centre, au cœur de cette mobilité, l'humain. Et donc, donc Système X, c'est un institut de recherche, donc c'est une fondation de recherche scientifique qui est financée en partie par l'État et en partie par des partenaires industriels. Donc chacun de nos projets, c'est des projets collaboratifs dans lesquels, avec des partenaires industriels, académiques et institutionnels, il faut établir des microcosmes projets collaboratifs qui peuvent être assez disons, inhabituel, notamment pour des acteurs industriels, cette façon de collaboration et de partage de résultats, de propriété intellectuelle, etc. Donc ça, c'est vraiment une certaine façon de aussi faire travailler ensemble des parties prenantes, ces projets collaboratifs. Parce qu'il y a des partenaires qui, normalement, ne vont pas travailler ensemble sur de la recherche, donc notamment dans ma chaire qui traite de la mobilité urbaine. On voit là EDF et Engie côte à côte intéressés par ces sujets, qui sont des concurrents dans le monde. Après, dans la première édition de la chaire, j'avais RATP et SNCF travaillant côte à côte. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans ce fonctionnement, qu'on peut vraiment faire collaborer et réfléchir ensemble des concurrents sur des questions qui sont des questions qui se posent en amont de la recherche et qui sont sur des questions du futur. Donc, si on regarde un peu plus loin que les produits qui vont arriver sur le marché dans les prochains 2-3 ans, des grands groupes sont aussi intéressés à collaborer. Qu'est-ce que je pourrais dire encore à ce point? Donc, dans notre recherche, donc dans ma chaire, un des importants aspects, c'est qu'on voit la mobilité urbaine comme système. Donc, c'est un système très complexe avec plein de parties prenantes qui sont les parties infrastructures, les parties gouvernance, les citoyens, les entreprises. Non, on peut rester encore sur le premier slide.
et en prenant en compte les défis d'une mobilité durable dans une dimension aussi internationale. Donc, on a des collaborations avec Centrale Casablanca et Centrale Pékin. Donc on a 3 grands thèmes dans cette chaire qui sont la mobilité future et la vie urbaine, Mobility as a Service et les infrastructures futures de la mobilité. Et toujours, on essaye de les ancrer sur un certain territoire. Donc là, notre premier territoire d'intérêt, c'est la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Mais après, on travaille aussi avec d'autres territoires. Donc, on peut aller sur le prochain slide. Donc, ce que je vous montre là, c'est un travail de recherche qu'on a mené et qu'on continue dans la chaire actuelle sur, disons, des narratifs du futur de la mobilité en développant des personas. Donc, c'est des modèles de personnes qu'on injecte dans des scénarios et on raconte leur histoire. Donc, c'est ça, cette narration que les différentes personnes peuvent vivre dans les différents futurs. Et pour arriver à ces personas et à ces scénarios, on a développé une méthodologie de workshop où on a publié un article récemment à ce sujet. Et ces workshops-là, on a fait 3 workshops. Donc, on a mis avec des experts de mobilité, c'était en 2017 déjà, sur lequel est surtout basé ce papier. Et après, on a fait un autre workshop avec des étudiants internationaux et un 3e dans le cadre d'une étude sur le futur des autoroutes du Grand Paris. Donc ça, c'était plutôt avec des urbanistes, des experts du transport, des architectes, mais aussi des jeunes, c'était des stagiaires. Et donc, l'idée, c'est qu'au futur, donc là, on démarre une thèse en octobre, donc prochain… Ah non, pas prochain slide. Donc, c'est de mettre en place ces workshops dans un mode participatif. Donc oui, je pense que c'est sur le prochain slide. Non, c'est pas sur le prochain slide, désolé. Sur un mode participatif. Donc l'idée, c'est de faire participer des citoyens, mais aussi des acteurs de la mobilité d'un territoire dans des workshops comme ça, pour vraiment faire sortir les enjeux, les questions, les problèmes et leur vision du futur de la mobilité sur ce territoire. Donc là, cette méthode-là, qu'on a utilisée dans une vision plutôt prospective, on veut l'adapter aussi pour une vision de participative citoyenne au niveau de territoire. Donc, slide final. Ça, c'est la pub, le dernier slide. Donc là, vous pouvez voir l'adresse internet de l'IRT, www.irtsystemx.fr, et aussi de la chaire Anthropolis. Et nous sommes aussi présents sur Twitter. Merci pour ces éléments qui permettent de bien cadrer, en fait. C'est quelque chose que je trouve intéressant. J'ai vu passer pas mal de projets, en fait, où on crée, on réfléchit, en fait, à la question territoriale et l'engagement complexe des grands nombres, en fait, sur des territoires, le territoire étant limité, mais on peut en prendre d'autres également. Si je refais le lien aussi avec les activités que supervise Céline, on peut être aussi sur des questions de santé, des grandes masses de population, par exemple, de segments. Donc, on a cette complexité d'engagement de parties prenantes là prise sur une perspective de futur, de mise en place de personas, et notamment en s'appuyant partiellement sur de la data. Et évidemment, après, il faut avoir aussi la finesse d'identifier des nuances. Et donc, d'avoir un petit peu ces éléments-là. Donc ça, je pense que c'est un point très intéressant parce que ça permet de voir un petit peu vers où ces travaux de recherche montrent, vers où on peut aller en termes d'identification de parties prenantes et de travaux autour de ces parties prenantes. Je vais reprendre aussi la perspective de Céline. Fort de ça, revenir sur un autre aspect qui est de revenir aussi un petit peu sur les thématiques prioritaires que vous avez identifiées. Et puis aujourd'hui, du coup,
ça a un autre angle que je trouve très intéressant, qui est plus, je dirais, plus ciblé, et qui a une grande pertinence et qui est très d'actualité. C'est le travail qui a été fait autour de la raison d'être chez vous. Et c'est ça que j'ai trouvé dans les toutes récentes semaines une initiative extrêmement intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que ça apporte et le travail des parties prenantes qui était sous-jacent et qui est permis par ce travail? Alors effectivement, on a fait l'exercice de formaliser notre raison d'être. Parce qu'on sait, alors effectivement, comme vous le soulignez, Farid, c'est un sujet d'actualité. Forcément, on a été marqué par les travaux autour de la loi Pacte, et on avait été consulté, et on s'est dit effectivement que même si, comme je le disais, voilà, on a cet engagement sociétal qui est inscrit dans notre ADN, notre histoire, nos valeurs, on s'est dit que formaliser la raison d'être permettait quand même d'accélérer sur ces engagements et puis aussi de se projeter un peu plus dans le futur, et que du coup cet exercice de formalisation était quelque chose d'important pour fédérer en interne, pour aussi mieux afficher notre ambition en externe. Et donc, effectivement, c'est un exercice qui s'est fait aussi très en lien avec les parties prenantes. Donc, on a eu tout un processus où on a mené 10 interviews avec un certain nombre de parties prenantes internes et externes, des employés, des jeunes talents, nos partenaires sociaux, des grands clients, des partenaires business aussi. Et également, nous, on a une instance de gouvernance où on a aussi institutionnalisé la relation avec nos parties prenantes. C'est ce qu'on appelle, nous, le Stakeholder Advisory Panel. Donc, depuis 2015, nous, on a intégré dans notre gouvernance un organe qui se réunit 2 fois par an, où il y a des représentants très officiels de la société civile et qui éclairent les choix stratégiques d'AXA. Donc ce panel de parties prenantes, il est composé d'un représentant d'ONG type WWF, de Nature Conservancy, l'association aussi PAF, qui est très engagée dans le domaine de la santé. On a des entrepreneurs, alors oui, c'est aussi le résultat de la cartographie que vous évoquiez. Il est constitué aussi d'entrepreneurs en Inde et en Afrique pour aussi avoir cette sensibilité sur ces zones qui des fois sont forcément un peu plus loin de nous. Il y a un économiste, il y a une représentante, il y avait aussi une représentante, il y a aussi toujours d'ailleurs une représentante du monde des médias en la personne de Maria Ressa. Donc voilà, donc ce panel il se réunit 2 fois par an, et on a aussi travaillé avec eux sur la constitution de cette raison d'être. Donc on a identifié avec eux justement les composantes qu'on souhaitait qui faisaient partie de l'ADN du groupe et qu'on souhaitait aussi formaliser à travers cette raison d'être. Et donc, ils nous ont aidés vraiment à identifier 3 éléments. L'esprit entrepreneurial chez AXA, qui est quelque chose de très fort, notre fiabilité, notre stabilité, et peut-être, et ça c'est vraiment le panel de parties prenantes au-delà de toutes les interviews et tous les workshops qu'on a fait aussi avec en interne et en externe, c'est le côté où AXA vraiment a toujours à cœur, de façon très authentique, d'agir pour le bien commun. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs le panel de parties prenantes, le Stakeholder Advisory Panel, qui nous a totalement décomplexé là-dessus, parce que c'est quelque chose, même si on pense qu'on le fait, qu'on a du mal à s'auto-décréter comme étant ceux qui veulent œuvrer pour le bien commun. Et c'est vraiment notre panel de parties prenantes qui, nous suivant depuis 2015, nous a dit, mais quand on les a réunis en novembre 2019 pour évoquer tous ces travaux autour de la raison d'être, leur restituer tout ce qui avait été fait dans le cadre des interviews, des working groups, etc., qui nous ont dit, mais assumez ce que vous êtes, ce que vous faites, et ce côté genuinely good que vous avez. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je voulais souligner, puisque c'est vraiment eux qui nous ont décomplexés pour affirmer ça. Et donc c'est venu effectivement en complément de tout ce travail qui avait été fait en amont.
Ensuite, il y a aussi tout un travail, parce qu'on parle des parties prenantes externes, mais je pense que la partie prenante interne, elle est aussi essentielle dans la formalisation de la raison d'être. Donc, outre les interviews, les workshops que j'ai déjà évoqués, on a aussi on a une enquête, nous, d'opinion interne qui est faite tous les trimestres pour vraiment prendre le pouls de l'ambiance auprès de nos collaborateurs sur voilà, leur compréhension de la stratégie, leur bien-être au travail, leur engagement. D'ailleurs, elle s'appelle Pulse, cette enquête. Et on a aussi analysé 160 000 verbatim de tout l'historique qu'on avait sur cette enquête qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Là aussi, pour en extraire voilà, la substantifique moelle et formaliser cette raison d'être. Et donc, quand on a eu identifié ces composantes dont je vous parlais, l'action pour le bien commun, la fiabilité, la stabilité dans l'esprit entrepreneurial, on a soumis ces composantes au top 1000 des principaux dirigeants et managers du groupe pour acter avec eux ces composantes. Et donc, ils ont adopté massivement à 70% ces 3 composantes. Et donc, suite à ça, on a fait l'exercice ensuite de formulation pour déboucher sur une raison d'être, donc qui est Act for Human Progress by Protecting What Matters, donc agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Et donc, on a donc abouti avec une autre partie prenante. On a lancé cette raison d'être lors de l'Assemblée générale des actionnaires le 30 juin dernier. Et le travail d'écoute et d'appropriation se poursuit aujourd'hui avec l'ensemble des collaborateurs, puisque sur une plateforme d'intelligence collective qu'on a baptisée AXA Conversation, aujourd'hui, on a invité les 120 000 collaborateurs à s'exprimer aujourd'hui dans le prolongement du lancement de cette raison d'être, sur justement, pour encore mieux aligner le futur de l'entreprise avec cette raison d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans leur métier au quotidien pour encore plus s'engager sur la dimension sociétale de cette raison d'être. Donc ça, c'est une conversation avec eux qui est en cours et qui va durer encore tout l'été jusqu'à la rentrée. Donc, pour vraiment aujourd'hui qui s'approprie très fortement cette raison d'être. Donc voilà, on a eu vraiment un travail sur cette raison d'être 360 degrés sur l'ensemble de nos parties prenantes internes, externes, clients, investisseurs, actionnaires, salariés et représentants de la société civile. Alors merci parce que c'est exhaustif c'est vraiment des bonnes pratiques exhaustives sur le périmètre et sur l'intention. Je voulais avoir une question pour vous deux, mais que je vais nourrir d'une question aussi d'un participant. Je voulais voir comment dans les processus, et là je vais donner la parole à Jacob à travers le dispositif méthodologique de Persona, il est possible d'identifier de prendre en charge des questions conflictuelles, si vous avez un exemple, premièrement. Mais derrière cet exemple-là, est-ce que le persona est le bon outil méthodologique? Comment vos réflexions et approches permettent de tenir compte, d'inclure en fait, c'est la question qui est posée, d'inclure, on va dire, des minorités, c'est-à-dire dans le sens des parties prenantes qui sont peut-être à voix faible, mais particulièrement importantes, dont la voix est importante à être prise en compte. Et je reposerai la même question finalement aussi ensuite à Céline pour avoir aussi cette perspective derrière ces dispositifs qui viennent d'être décrits, comment on arrive à identifier les thématiques qui méritent d'être gérées en termes de thématiques potentielles conflictuelles, on va dire, et puis comment ces dispositifs-là permettent de bien prendre en compte des voix, je dirais, faibles. Jacob, premièrement. Oui, donc en fait, j'ai entendu 2 questions en fait. Oui. Donc là, c'est sur les conflits et après l'autre, c'est sur les personnes qui sont moins représentées dans la société. Et donc, pour les conflits, je pense que, du moins dans notre approche ou dans notre méthode,
ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini en fait des profils de personnes et on a donné aux participants du workshop des segmentations. Ça vient un peu des études marketing, disons des segmentations de orientation, de ressources et aussi donc comment on voit Et après, bien sûr, sur le genre, sur l'âge, donc il y a ces aspects aussi. Et après, on a laissé aux participants du workshop de définir les personas eux-mêmes. Et donc, et après, donc, dans les histoires, et donc comme on est dans une approche narrative, dans les histoires que racontent les groupes qui ont fait les histoires, disons, de comment on met les personnages dans chaque scénario, ils ont raconté les situations dans lesquelles se trouvent ces personnes et dépendant des scénarios et des histoires, il y avait des conflits qui ressortaient, bien sûr, comme dans une journée ou dans une vie d'une personne qu'on raconte. Donc, c'était ça d'abord, cette partie-là. Et après, il y a aussi des conflits d'intérêts qui sortent, disons, au niveau supérieur. Parce que si une équipe raconte l'histoire d'une jeune, je sais pas, d'une jeune mère seule avec 2 enfants, et après de l'autre côté je sais pas, d'une personne plus âgée qui est à la fin de sa carrière, ils ont d'autres intérêts euh, sociétaux. Et après, bien sûr, il y a aussi des conflits au niveau sociétal, politique, qui peuvent ressortir disons, dans une vue globale sur les histoires qui peuvent émerger de cette approche. Et après, pour prendre en compte différents disons, minorités ou autres. Donc là, actuellement, c'est pas basé sur des datas, sur la construction des personnes. Donc, on s'est basé un peu sur des études. Mais après, on peut lier ça à des datas ou avec des envies, avec quel type de personnes on veut le lier. Donc, quand on a travaillé avec les architectes sur l'étude sur le Grand Paris, là, on a très spécifiquement choisi des personnes. Donc, les architectes sont aussi sortis sur le terrain et ont regardé les différents territoires et les différentes personnes qui vivent sur ces territoires. Et là, on choisit, bien sûr, spécifiquement des personnes qui peuvent venir de différentes minorités, de différentes disons, parties de la société. Est-ce que c'est des gens qui ont plus d'argent, moins d'argent, avec plus de niveau d'études, moins de niveau d'études, etc. Donc ça, c'est des choix qu'on fait aussi en avance, qu'on peut soumettre après aux participants de ces workshops. Après, si on veut aller dans une action plus participative, ce qui est important et ce qui nous manquait dans nos workshops, c'était une diversité au niveau du recrutement des participants. Et donc, on avait, surtout dans le premier workshop, on n'avait que des experts de mobilité, on avait quand même des visions assez optimistes du futur, même dans les scénarios pessimistes. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose en prenant des participants qui viennent de tous les coins de la société qu'on peut, je pense, balayer à une plus grande vision. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut faire dans le cadre de cette thèse qu'on démarre en octobre. Merci. La question sur les programmes les programmes territoriaux des gens qui ne votent pas. Je trouve que c'est toujours un levier aussi intéressant. S'intéresser au territoire où il y a les plus grands forts taux par exemple sur des projets d'aménagement urbain de personnes qui sont désintéressées en fait de la vie citoyenne et collective. Oui, c'est intéressant, je viens de réfléchir sur la différence entre la politique, notamment pour le vélo, entre ce qui se fait à Paris et à la ville de Vienne. Et la ville de Vienne, c'est un territoire plus grand, plus vaste,
que Paris. Et donc, il y a ce que à Paris, on voit dans la petite couronne, c'est intégré dans la ville, en fait. Et donc, il y a d'autres parties prenantes pour être élu pour le maire de Vienne que pour la maire de Paris, par exemple. Donc ça, c'est très Baptiste, important. que Jacob, j'ai découvert par ailleurs que vous étiez d'origine, que vous étiez autrichien. Exactement. Donc, dont mon intérêt de la ville de Vienne. Céline, pour rebondir aussi sur ces éléments et donc ces questions, identification d'enjeux conflictuels, inclusion je dirais inclusion de groupes, on va dire, de segments vulnérables, alors que ce soit dans les travaux qui sont menés par Pulse d'ailleurs, ou dans les travaux par exemple d'identification et développement de nouveaux produits, assurance citoyenne, ou autre exemple que vous pourriez partager, comment vous essayez de tenir compte de ces deux aspects? Effectivement, moi je pense que la consultation des parties prenantes, déjà c'est un bon moyen de prévention, et Dieu sait que dans l'assurance, on est sensible à la prévention, de prévention d'éventuels futurs conflits ou même de risques de réputation quand on est un grand groupe. Donc effectivement, nous, on a toujours travaillé l'ensemble de nos engagements, que ce soit les engagements qu'on a pris sur le climat quand on a décidé dès 2015 de sortir du charbon, ou encore plus récemment en novembre dernier quand on s'est engagé à aligner nos portefeuilles sur une trajectoire 1,5 degré. On l'a fait avec ce fameux panel de parties prenantes que j'ai déjà évoqué, et vraiment d'avoir cette ouverture multidisciplinaire sur diverses sensibilités géographiques à travers l'ensemble du monde, et puis effectivement de croiser un point de vue business avec un point de vue société civile. Je pense que ça nous a évité certaines erreurs, ça c'est certain. Donc ça c'est la partie invisible, parce que justement, comme les erreurs ont été évitées, elles ne se voient pas. Mais clairement, nous on l'a senti dans les débats qu'on avait avec les panels de parties prenantes, qui souvent, et c'est une bonne prévention des risques, parce que souvent c'est eux qui nous ont des fois souvent poussé à aller plus loin. Et donc du coup, c'est une vraie sécurité. On se dit, on va plus loin, on y va fort. Quand on dit on se désengage du charbon. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement engageant pour l'entreprise, mais on s'est senti suffisamment fort pour le faire, parce que effectivement, on avait bien analysé, réfléchi à tous les impacts, y compris dans la façon de communiquer sur l'engagement avec notre panel de parties prenantes. L'autre aspect, effectivement, c'est si on prend plus sur notre métier d'assureur, et au niveau aussi de nos filiales, parce que je vous parle de cette instance de gouvernance très officielle au niveau groupe, mais on encourage réellement aussi toutes nos filiales et toutes nos entités à avoir ce dialogue avec les communautés locales. Et donc, j'en veux pour preuve la démarche qu'a lancée AXA France avec Assurance Citoyenne, où là, ils ont créé un label qui aujourd'hui estampille tous les nouveaux produits d'assurance lancés par AXA France, qui porte, c'est un référentiel avec 15 critères et 4 grands engagements sur la lisibilité et la clarté des garanties d'assurance, la contribution à l'environnement, l'inclusion et la prévention. C'est les 4 grands engagements de ce label, et tout ça après s'articule autour de 15 critères. Et ce référentiel a été créé avec un panel de parties prenantes et est régulièrement revisité avec ce panel de parties prenantes. Aujourd'hui, le label AXA France est en train de l'étendre à toutes. Il avait été lancé plutôt sur les activités d'assurance dommages et santé, et là, il va être étendu aussi aux activités d'épargne. Et donc, le panel de parties prenantes a été ressollicité pour la création du référentiel spécifique à l'épargne. Donc là aussi, le panel de parties prenantes nous apporte cette légitimité, cette crédibilité, et surtout, moi, je trouve une adéquation encore plus forte de nos produits aux besoins des clients. Parce que vraiment, ce que nous a appris l'expérience Assurance Citoyenne, c'est que derrière chaque client, en fait, il y a un citoyen. Donc, en fait, en écoutant aussi la société civile,
ça complète nos études de marché et ça fait que le produit répond encore plus fort aux attentes. Et d'ailleurs, on constate que c'est des produits qui se vendent encore mieux que ceux qui ne sont pas labellisés, au sens où vraiment, ils répondent à un besoin client, mais aussi à un besoin du consommateur qui sommeille en chacun de nos clients et qui est bien là. Donc ça, c'est un point aussi essentiel. Après, vous évoquiez la question, alors, là, je viens d'évoquer toute la dimension proactive de cette relation avec les parties prenantes qu'on a pu développer pour lancer des initiatives. Après, je ne brosse pas non plus un tableau idyllique. Nous, on a aussi eu des dialogues plus difficiles et plus conflictuels avec certaines parties prenantes. Je pense notamment, parce que c'est sur la place publique, on a une relation avec notamment les Amis de la Terre qui, alors qu'on avait annoncé qu'on a été vraiment les premiers dans notre secteur d'activité à se désengager du charbon, effectivement, ça a été un désengagement progressif. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Donc, on a mis en place des critères où on se désengageait des entreprises qui ont des activités dans le charbon. Et on a d'abord eu appliqué un seuil de 50%. Et ensuite de 30%, parce qu'en général, les acteurs industriels de l'énergie, ils ont pas, on a rarement des pure players du charbon. Donc en général, ils ont une proportion dans leur mix énergétique d'activités issues du charbon. Donc effectivement, cet engagement, il s'est fait selon des critères de mix énergétique dans leur activité, il s'est fait progressivement. Et là, alors nos critères étaient techniques, pas forcément grand public, mais clairs, clairement affichés, on les a appliqués. Mais là où ça a créé des fois une distorsion, c'est que dans les médias, forcément les grands titres des journaux, c'était AXA se désengage du charbon, mais dans la réalité, c'était non, on avait encore dans notre portefeuille, on avait encore des boîtes qui faisaient du charbon à hauteur de 50% jusqu'en 2017, et puis après on a baissé les seuils à 30%. Et donc c'est là qu'on a eu effectivement un dialogue avec les Amis de la Terre, qui sont dans leur rôle, c'est-à-dire que leur rôle, c'est de nous pousser, acteurs du monde de la finance et acteurs industriels, à vraiment transitionner et aller vers un monde sans énergie fossile. Et donc, on a instauré malgré tout le dialogue, parce que c'est pas évident quand même, quand il y a une ONG qui vous attaque dans les médias, qui vous attaque sur les réseaux sociaux, d'aller dire à votre direction générale, mais si on va les rencontrer, on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent et on va les écouter. Ça peut paraître évident, mais c'est jamais simple. Donc on l'a fait. On a un dialogue d'ailleurs depuis régulier avec eux, on les rencontre, on a même des réunions de travail. Après, nous, je dirais l'étape de maturité qu'on a fait, c'est de se dire, il faut trouver la ligne de crête en n'étant pas dans la réaction avec la partie prenante, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas là pour dicter, ils sont pas là pour dicter notre stratégie, et nous, on doit garder notre stratégie, notre vision de long terme, et aussi juste pour vous donner un exemple, quand on a racheté une filiale qui s'appelle AXA XL, qui est spécialisée dans les grands risques d'entreprise, très vite, on a appliqué notre politique d'exclusion charbon à cette filiale. On a fermé un bureau avec 10 personnes au Canada, qui était spécialisé dans la souscription d'affaires liées au charbon et au gaz de schiste. Donc, vous voyez, c'est quand même pas des... Alors, bien sûr, on n'a pas licencié, je vous rassure toujours tout de suite, ces 10 salariés, mais enfin, il a fallu les reventiler vers d'autres activités. Donc, voilà, c'est pas des décisions faciles. Ça génère des fois des actions de nous-mêmes de restructuration et de réorientation de nos activités. Donc c'est pour ça qu'on peut pas, c'est pour ça que souvent, et les ONG, c'est leur rôle, elles trouvent qu'on va pas assez vite ou qu'on n'est pas assez courageux. Mais voilà, en tout cas, nous on les écoute. On s'est même appuyé sur leur expertise souvent. Je me souviens que sur les sujets, par exemple, de forage arctique,
on s'est basé un peu on s'est basé sur leurs travaux aussi pour définir à partir de quelle zone on rentrait dans le périmètre des forages arctiques. Donc il y a une vraie expertise qu'a pu nous apporter notamment les Amis de la Terre. Après, voilà, il faut trouver cette ligne de crête entre l'écoute, voire même l'utilisation de leur expertise qui est réelle sur ces sujets, mais après la vision que nous on doit porter de long terme sur notre stratégie RSE et de progressivité de la mise en place des engagements, parce que on doit, pareil, quand on fait les exclusions d'assurance, j'évoquais les problèmes de ressources humaines et voilà, d'équipes qui étaient consacrées à certaines activités qui feraient orienter. Mais l'autre obligation auquel on a été confronté, c'est qu'on n'a pas le droit du jour au lendemain de résilier un contrat d'assurance. Donc là aussi, la progressivité, il a fallu l'expliquer aussi aux ONG et expliquer notre point de vue. Et après, chacun est dans son rôle, nous, de porter cette vision de moyen et long terme, et eux, forcément, de nous pousser à accélérer. Donc ça, c'est vraiment un exemple de façon dont on a géré une partie prenante spécifique, en bilatéral, parce que j'évoquais tout à l'heure notre panel de parties prenantes, qui est notre instance de gouvernance officielle, mais on gère toutes les semaines des bilatérales avec différentes parties prenantes, que ce soit dans le domaine social et environnemental. Et en tout cas, nous, notre principe, c'est de toujours rencontrer les parties prenantes, les écouter, prendre en compte leur point de vue, mais en gardant notre vision dans le long terme et sans être dans la réaction. Merci. On est sur je retiendrai notamment cette terminologie de ligne de crête et en écho avec plusieurs questions ou réactions qui remontent par le système interactif pour les participants. Alors déjà, entre parenthèses, il y a un petit sondage qui est en cours, n'hésitez pas à y répondre, les uns et les autres. Il est encore actif pour quelques minutes, nous arrivons vers la fin du temps de notre session. Mais pour revenir sur ce principe de ligne de crête, au final, ce qu'on j'entends aussi en diagonale dans ce que vous dites, Céline, c'est qu'il y a un objectif, je dirais, métier, en fait, qui fait sens aussi dans un rôle d'investisseur, dans des engagements, qui est aussi le maintien des positions, en fait, d'actifs, mais que ça se fait sur des lignes de crête qui sont pas évidentes. J'ai retrouvé moi-même à gérer des difficultés sur des programmes où, en fait, il y a des décisions, je dirais, qui sont prises globales, et après, sur des territoires, quand on a aussi un autre objectif d'inclusion, c'est pas évident. Quand on réduit de l'activité sur des énergies, en fait, il y a aussi des emplois qui sont en jeu. Je vais évoquer un exemple avec 10 personnes, 10 emplois, mais sur des entreprises qui reçoivent des investissements dans des acteurs de l'énergie sur des territoires, ça peut être beaucoup plus. Donc, c'est quand même des situations qui sont complexes à gérer. Je vais vous poser une question de synthèse pour que nous restions bien dans les temps. Et sur cette question de synthèse, j'aimerais pouvoir intégrer un petit point qui est venu de la part de l'éditorial. Certains ont vu que Jacob s'occupe aussi du Future Cities Lab de Centrale Pékin, question notamment des réalités qui peuvent exister en Afrique. Ça peut être un autre exemple territorial, mais comment cette question finalement du climat elle est intéressante, parce qu'on peut prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur des investissements et des réalités opérationnelles sur toutes sortes de territoires. Donc comment gérer finalement ces pensées globales et tenir compte dans la partie prenante des actions locales. Ce sera peut-être la question de synthèse que je vous poserai. Juste avant, j'en profite pour ceux qui ont fait la version avec vidéo, les prochains webinaires qu'on organise, j'en dirai juste un petit mot en clôture. Mais point de conclusion, peut-être Jacob tout d'abord, est-ce que, je tournerai ma question autrement, qu'avez-vous appris aujourd'hui en échange avec Céline, et puis si on se projette sur d'autres territoires, qu'est-ce que vous feriez peut-être pareil ou différent, pourquoi pas à Pékin? La première question, j'ai pas compris. Pas bien entendu. Prenons juste la deuxième. Que feriez-vous si vous appliquiez les mêmes choses, par exemple à Pékin, parce que c'est la question qui m'est remontée.
Ok, donc pour Pékin, en fait, je pense que d'un côté, c'est très différent parce que le fonctionnement, notamment de la gouvernance, est très différent qu'à Paris. Donc c'est beaucoup plus top-down, toutes les choses. Donc après, donc pour impliquer les citoyens, c'est plus compliqué. Et il faut utiliser d'autres façons d'interagir et il faut les trouver avec les partenaires locaux. Donc, je travaille avec un institut de recherche sur la mobilité d'une grande université à Pékin, à laquelle est rattachée donc Centrale Pékin, c'est Beihang University. C'est seulement avec des acteurs locaux qu'on pourra comprendre aussi les besoins des citoyens comment ça se passe vraiment et en y allant et en vraiment en avoir des chercheurs sur place. Parce que juste par les données, les envies de la ville, ça va être compliqué. Après, donc, juste pour un exemple, donc c'est pas de Pékin, mais c'est euh, de la capitale de Sichuan. Donc, c'est comment le nom? J'ai oublié le nom. Mais là-bas, ils ont construit en 5 ans 15 lignes de métro. C'est des centaines de kilomètres de métro très rapidement. Donc, c'est juste un exemple que si là-bas, le gouvernement, ils veulent faire quelque chose, juste ils le font. Oui, après, pas forcément. Il y a effectivement des approches. Donc, je dis pas que c'est très... bien ou non, mais je dis juste c'est très différent. C'est vraiment très différent et il y a d'autres logiques dans d'autres pays et dans d'autres continents. Après, Casablanca, c'est encore une fois totalement différent. Là-bas, il y a beaucoup de transports informels, donc notamment des taxis informels qui fonctionnent différemment des transports partagés qui fonctionnent très différemment de ce que nous, on connaît à travers Uber et autres. Donc, il y a d'autres réalités sur d'autres territoires qu'on doit comprendre en travaillant avec des personnes sur place. Merci. Localisation, personne sur place. Oui, je pense qu'on ne peut pas appliquer une stratégie générale à des villes qui sont très différentes. Céline, un mot de clôture sur des enseignements tirés de cette discussion aujourd'hui. En fait, alors moi, je trouve l'usage des personas intéressant. On avait commencé, nous, c'est les équipes prospectives qui, quand on avait travaillé sur le sujet des inégalités sociales, comme justement, c'est aussi un sujet qui n'est pas facile à cerner. On avait travaillé sur des personas, donc je retiens, moi en tout cas, de cette discussion ce matin, que c'est une bonne façon aussi d'intégrer la dimension partie prenante par des scénarios autour de un peu de profil qu'on imagine. Donc ça, je retiens cette pratique qu'on avait déjà un tout petit peu testée, mais qu'il faut peut-être qu'on développe davantage. Excellent. On a un petit peu débordé dans le temps. Juste 2 mots de synthèse pour nos participants. Donc je remercie d'ailleurs aussi les feedbacks et la participation au sondage qui est maintenant terminé. Et les retours sont très bons. Ils seront repartagés, notamment via le meeting. Prochain webinaire, on en a un, je l'aurais prévu sur celui-là, sur la croissance inclusive, qu'on fait en partenariat avec le Harvard Belfer Center le 1er septembre. Donc à une horaire qui fait qu'on a une intervenante notamment basée à Boston pourra se joindre. Chaque fois chez Xapa, on a des webinaires comme ça aussi qui sont plutôt sur cette heure-là quand ils se tiennent en anglais, donc à 5 heures de l'après-midi, heure de Paris. Et ça permettra d'explorer notamment les questions d'inégalité parmi d'autres et certainement de rebondir sur ces questions de persona. Nos éléments de contact s'affichent à l'écran sur nos bureaux et c'est surtout via notre site internet que vous pouvez avoir toutes sortes d'informations. Et comme nous arrivons au terme de notre webinaire, je tiens à chaleureusement vous remercier, Céline, Jacob, pour vos contributions.
Ce webinaire s'achève maintenant et il va être mis en ligne de manière open source. Vous pourrez le partager, le reconsulter dans les tout prochains jours. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.